Bonjour, bienvenue à vous dans votre émission hebdomadaire. Parlons-en. Plusieurs sujets aujourd'hui. Présidentielle 2020, Zemmour, Montebourg et Hidalgo dans la partie. Le sujet suivant. Nice, une mère expulsée de son logement, HLM, après la condamnation de son fils pour deal. Faut-il généraliser? Lafarge en Syrie, appel de la Cour de cassation qui souhaite poursuivre cette société. Et enfin, le harcèlement scolaire. L'ancien proviseur visé par une enquête doit-il être tenu responsable? Nous en discuterons autour de cette table avec Djida Teshtash, qui est première adjointe au maire à la ville de Villiers-le-Bel. Bonsoir Djida. Bonsoir Abdeslam, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, désolé, la parité n'est pas respectée, mais promis, aux prochaines émissions, nous ferons le nécessaire. J'y tiens. Nous avons aussi autour de la table Nabil Moussaoui, qui est acteur associatif, prodige de la République. C'est ça. Bonsoir Nabil. Bonsoir Abdeslam. Bienvenue à toi. Merci à toi, merci de m'avoir invité. Et Faisal Bouanan, qui est le directeur de MyVox TV. Bienvenue sur votre chaîne de télé. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci à vous. Tout de suite, nous allons commencer avec le premier sujet, présidentielle 2020, Zemmour, Montebourg, Hidalgo dans la partie. Je vais commencer par vous, Djida Teshtash. Vous savez, comme pour toute élection présidentielle, arrive la guerre des successions, primaire, pas primaire. Aujourd'hui, on le voit bien sur votre famille politique, en tout cas sur la gauche, on a déjà des personnes qui sont candidats à la candidature. Je pense évidemment à Arnaud Montebourg, je pense à Anne Hidalgo, la maire de Paris. Est-ce que vous n'avez pas peur justement d'un combat fratricide qui laisserait des traces, déjà pour un parti socialiste qui est quand même pas mal en difficulté depuis 5 ans, qui n'a peut-être pas fait son inventaire sur cette débâcle il y a 5 ans? Vous pensez quoi de tout ça? Moi, je tenais tout d'abord à rappeler que je ne suis plus au Parti Socialiste, donc je ne suis pas la représentante Vous êtes de gauche. du PS. Je suis de gauche, absolument. Mais je ne suis pas la représentante du Parti Socialiste. Effectivement, le Parti Socialiste, il n'y a pas que le PS qui est en difficulté. Plus globalement, c'est la politique d'une manière générale, l'ensemble des partis. Oui, il faut qu'ils se reconstruisent. Et après, moi, je pense qu'il faut qu'on parle à un moment donné de projet. Bon, vraiment projet, les uns et les autres. Et puis après, on verra dans le temps. On est encore un petit peu loin. Alors, s'il y a une primaire à gauche, est-ce que d'abord vous y participeriez? Vous donneriez votre avis? Et si oui, de quel côté votre cœur balance? Comme ça, très franchement, je n'ai pas comparé les projets, parce que pour l'instant, il n'y en a pas. J'ai écouté un petit peu de ci, de là, entre autres Arnaud Montebourg, qui veut réaliser ce qu'on dit juste depuis de nombreuses années, très bien. Je n'ai pas vu les projets. Oui, je participerai à la primaire, ouais, comme on l'a toujours fait à Villiers-le-Bel. La dernière primaire, on les a organisées à Villiers-le-Bel, ça ne nous a posé aucun problème, je participerai bien évidemment. D'accord. Sur Arnaud Montebourg qui avait été ministre du redressement productif à l'époque où François Hollande était président, est-ce que vous trouvez qu'on lui a donné tous les moyens justement pour pouvoir travailler? Puisque je dois rappeler qu'il avait été ensuite sur le gouvernement Valls II écarté, ainsi que Benoît Hamon. Vous pensez qu'il a cette capacité à rassembler à gauche? Je pense que ces dernières années sur lesquelles il s'est un petit peu, où il avait plus de mandat électif, il a travaillé sans doute. Je crois qu'il a monté un cabinet de consultants, voilà, où il a été un petit peu, il a sillonné un petit peu la France. Après, très franchement, moi je veux vraiment comparer les projets, que de me prononcer sur Arnaud Montebourg. Plus sur les programmes que sur les personnes. Oui, voilà, moi ce sera vraiment les projets. On est dans une crise sanitaire, encore une fois, sans précédent. Moi, je suis chef d'entreprise à côté. Je peux te dire que c'est la galère pour les entreprises, pour les salariés. Comment les dispositifs qui vont être amenés à partir du 15 septembre prochain, en stop, on fait comment pour les salariés qui ne sont pas vaccinés? Il y a tellement d'enjeux aujourd'hui que je me refuse sincèrement à me concentrer sur Hidalgo, Montebourg. Moi, j'ai d'autres préoccupations aujourd'hui. C'est comment répondre à nos administrés, ceux qui frappent à la porte du CCAS, qui n'ont plus rien à manger, qui n'ont plus de boulot, payer la scolarité des enfants. Moi, ma préoccupation, elle est là. Je rejoins un peu Djida sur ce sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quasiment mi-septembre, pas encore, mais on n'a pas réellement de vision sur cette présidence de 2022, alors que sur les autres échéances, on avait un avis, on savait à peu près où on allait. Là, vous êtes pour une primaire? Bon, moi, j'ai
moi, j'ai toujours dit que, ouais, que la primaire, c'était la meilleure façon de... Mais est-ce que c'est pas le match avant le match en fait? Il faut Et un est-ce match qu'on ne avant laisse le pas match de des toute plumes? manière. Il y a tellement de prétendants aujourd'hui qu'avant, on n'avait qu'un seul prétendant qui venait, c'était souvent le président du parti Ouais. qui arrivait, qui était légitime pour aller... aujourd'hui, c'est terminé. Oui, il faut des primaires. Mais on a vu que les primaires en France, c'était pas les primaires aux États-Unis et que souvent, ça se terminait très souvent très mal. Très mal, oui, puisqu'on garde souvent les traces des combats précédents. Mais par rapport aux autres échéances présidentielles, on peut voir aujourd'hui que les Français en général, ils sont encore loin de cette présidentielle. On voit Zemmour qui essaie d'avoir ses 500 signatures. On va y venir à qui essaie de se Zemmour. présenter. On voit Montebourg, mais ça n'a eu aucun impact. Montebourg, selon vous, il est bankable? Non, pour moi, Montebourg, moi, je me méfie toujours des candidats qui arrivent 6-7 mois avant. Où était-il pendant ces 5 ans, en fait? Où était-il? Oui, certes, il a monté sa petite société, il a fait sa... Et juste avant l'élection, c'est comme Manuel Valls qui réapparaît en ce moment, qui réapparaît pour rejoindre la majorité présidentielle. Il était où pendant... Lui, il était à Barcelone. Il était en Espagne. Pire. Voilà, il était à Barcelone, lui, c'est pire. Tous ceux qui arrivent là au dernier moment pour essayer de se placer, ça me gêne, moi. Ça me gêne. Et la présence dans le paysage politique de Zemmour qui, justement, d'abord qui a été plusieurs fois condamné pour incitation à la haine raciale, le fait qu'il soit potentiellement candidat, vous voyez ça d'un bon œil, d'un mauvais œil? Bah moi qui suis de sensibilité gauche, moi je suis content qu'il se présente, puisque plus il y aura de candidats à droite, plus on aura de chance d'avoir un candidat de gauche au second tour. Mais vous n'avez pas peur d'un rassemblement au deuxième tour où Éric Zemmour rassemblerait un nombre de voix et qu'il puisse appeler à voter pour Marine Le Pen? Je pense pas que même lui, plus Marine, plus tout le... Je pense vous pas êtes qu'il plutôt soit encore confiant? à ça. Ouais, je suis confiant là-dessus, mais après moi ce qui m'inquiète le plus c'est le score de la gauche en général. Si on rassemble tous les scores, j'ai bien peur qu'on ne dépasse même pas les 35%. Très bien. C'est la dispersion des listes de gauche où on pourrait vraiment le payer très cher. Moi, Zemmour, j'attends de voir la fin. Je sais pas s'il aura... Vous pensez qu'il n'ira pas? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été monté entre autres par BFM et par d'autres. C'est News surtout. Voilà. C'est CNews sa et maison, voilà, la maison mère. c'est News. Je sais pas. Moi, j'attends de voir. Alors moi, Dida, c'est ça? Mm. Alors si tu me permets, j'aimerais dire par rapport à la candidature de Zemmour que c'est inadmissible. Moi, je trouve ça terrifiant qu'un personnage comme Vous Zemmour, pensez qu'il n'a pas le droit de se il n'a présenter? pas sa place même au sein d'une primaire, parce qu'à ce moment-là, on peut se poser la question de qui a sa place. C'est quand même un honneur d'être candidat à la présidence de la République. Comment on peut être comment on peut être candidat à la présidence de la République lorsqu'on a été condamné à maintes reprises, qu'on a dit sur un plateau télé à Absatoussi que son prénom n'était pas digne d'être français, et on veut aujourd'hui représenter la France. Mais malheureusement, la France aujourd'hui, c'est Nabil, c'est Absatou, c'est Faisal, c'est Djida et c'est Abdeslam. Mais Il représente une certaine France. ils représentent une certaine France. Or, quand on se présente aux élections présidentielles, on est là pour présenter les Français On dans doit leur présenter un globalité. casier judiciaire vierge, selon vous, pour être candidat à la Je ne présidence sais de la pas République? si un casier judiciaire vierge serait nécessaire, mais en tout cas des condamnations qui n'ont rien à voir avec celle de Éric Zemmour. Et cette multiplicité de candidats, est-ce que pour vous, c'est plutôt un signe de bonne santé de la démocratie, Bien où sûr. tout le monde peut se présenter, ou au contraire, c'est un danger au risque de voir l'extrême droite, justement, prendre le pouvoir? Non, bien sûr, moi je trouve que c'est une bonne chose. Il ne faut pas qu'il y ait des candidats élitistes ou bien voilà, que ce soit toujours la même chose. C'est très bien qu'il y ait cette diversité-là. Ça représente aussi la diversité des idées qu'il y a dans notre pays. Donc forcément, si on n'a que 3 candidats, on peut se poser la question, est-ce que c'est normal? Non, c'est très bien. Et pour la question par rapport aux primaires, est-ce que je suis pour ou contre? Je suis totalement pour. C'est ce qui va nous permettre d'y voir plus clair. Donc voilà. D'accord. Très bien. Non, Faisal, vous vouliez réagir? Ouais, je voulais réagir sur le nombre de candidats. Pour moi, c'est pas une bonne santé du tout. C'est une catastrophe. Ça veut dire que n'importe qui aujourd'hui peut se dire, allez, je vais récolter mes 500 signatures et je vais me présenter. Quand même, on parle de présidence de la République, l'une des plus grosses puissances du monde. Vous pensez qu'il faut rendre des moins candidats. accessible Ah oui, cette bien sûr. Moi, je pense qu'il possibilité faut de passer sur candidature? des signatures populaires. C'est un nombre, des centaines de milliers d'habitants qui parraineraient leurs qui candidats. parraineraient des candidats. Je pense que cette question des 500 signatures, c'est obsolète, c'est dépassé.
Mais ces 500 signatures de maires, ces maires ont légitimité puisqu'ils ont été élus par le peuple. Conseillers généraux, Oui, mais conseillers on peut- départementaux. On peut jouer là-dessus, on peut jouer sur un peu de maire, un peu d'élu et puis du citoyen, parce que je pense que c'est le peuple qui est au cœur de tout ça. Et de voir des Zemmour qui peut avoir ses 500 signatures, de voir même des petits candidats qui font 2-3% juste pour savent très bien qu'ils ne seront jamais élus. Oui, mais est-ce que c'est pas justement cette liberté de pouvoir se présenter à une élection, le fait de restreindre encore un petit peu plus, est-ce que c'est pas privatif à l'égard des petits candidats et de ceux qui n'ont pas la voix ou qui n'ont pas toujours... Sauf si les citoyens ont la possibilité de donner leur avis. Sauf si les citoyens ont la possibilité. Là, on retire pas mal de candidats et on en rajoute peut-être d'autres qui ont beaucoup plus de qualité et qui ont beaucoup plus de vision pour la France. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, tu te lèves le matin, encore ce matin, je crois il parlait d'une potentielle candidature d'Édouard Philippe. Tous les jours, tu as un candidat en plus. Enfin, mais c'est pas possible. Bref. Moi, ce qui me préoccupe le plus, d'autant plus avec ce qu'on a vécu avec les dernières élections, que ce soit départementales ou régionales, l'abstention. Exactement. On va en parler quand? C'est comment on emmène nos habitants à venir retourner aux urnes. Que d'avoir pléthore de candidats. Moi, tu peux ramener tout ce que tu veux. Comment je vais emmener mes administrés de Villiers-le-Bel à venir voter pour quelqu'un? Quand est-ce qu'on va parler de projet? Qu'est-ce qu'on va apporter pour Jida Tachtash, est-ce que vous ne pensez pas que les citoyens placent trop d'espoir sur ce renouvellement du paysage politique qui, au final, n'arrive pas? Lorsqu'ils ont voté pour Emmanuel Macron, ils souhaitaient ce renouveau. Et est-ce que finalement, ça n'est pas un objectif inatteignable d'avoir justement un président qui puisse convenir à tout le monde? Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais je le rappelle encore, je pense qu'on a changé, pour moi, on a changé de registre, on a changé de schéma politique. La crise dans laquelle nous sommes, il faut se réinterroger, très franchement. Avant de parler de candidats, de partis, réinterrogeons-nous. Aujourd'hui, le futur président, enfin, déjà, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à nos populations? Comment les gens vont pouvoir s'identifier, s'inscrire pour venir s'exprimer aux urnes? Interrogeons-nous concrètement sur le paysage aujourd'hui, sur la crise dans laquelle l'emploi, la santé, le grand âge, cette jeunesse, parlez aux jeunes aujourd'hui. Parlez aux jeunes. Eh ben, on va poser la question à un jeune. Nabil Boussaoui, vous fréquentez des jeunes de votre âge. Vous le voyez, ce rejet du politique. Justement, pensez-vous que... alors, la réponse est certainement non, qu'on s'y prend mal, qu'on ne s'y prend pas bien, mais selon vous, quelle est la clé justement pour faire revenir ces électeurs dans les bureaux de vote et qu'ils puissent s'exprimer dans les isoloirs? Je ne sais pas si on s'y prend bien ou mal. J'ai toujours tendance à être nuancé. D'ailleurs, Faisal le sait. Parce que dans ma vie de tous les jours, je suis nuancé dans tout ce que je fais. Donc sur ces idées-là aussi. Je pense qu'il y a un réel embarras en fait chez les jeunes. C'est presque gênant finalement. Et d'être aussi résigné à ne pas aller voter en fait. Parce qu'il n'y a pas de renouvellement politique, parce que c'est du déjà vu. C'est du réchauffé. Voilà, exactement. Très bien. Faisal, pour conclure, sur les primaires, un petit peu votre avis? Moi, juste pour conclure, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est autant de candidats à gauche. Je ne comprends pas que les candidats ne se disent pas à un moment donné qu'avec tous ces candidats, ils n'ont tous aucune chance. Donc, vous sifflez la fin de la partie avant qu'elle ait commencé. Vous pensez que pour la gauche, c'est perdu? C'est sûr et certain qu'aucun candidat de gauche ne sera au second tour. Il y en a beaucoup trop. Les voix sont trop dispersées pour pouvoir aller au second tour. Et ils le savent tous. En fait, je pense qu'on joue la première mi-temps des législatives. C'est à celui qui fera le plus gros score pour... C'est quoi, c'est un problème d'ego entre les candidats? Oui, je pense qu'il y a un problème d'ego, il y a un problème entre les partis, ils ne se comprennent pas, ils ne s'entendent pas, ils se réunissent même pas, ils essayent même pas, donc tout le monde part à la bataille. Autant, et les Français ne sont pas dupes, ils vont voter dès le premier tour pour essayer d'avoir que leur vote soit entre guillemets utile. Très bien. Nous allons passer au second sujet. Nice, une mère expulsée de son logement HLM après la condamnation de son fils pour deal. Faut-il généraliser? Je vais demander à la régie de nous envoyer la vidéo.
La mesure est radicale, mais pour Marie-Jeanne Murcia, représentante des locataires de l'office HLM, les trafics et les dégradations étaient devenus insoutenables pour beaucoup de voisins. C'est difficile de vivre dans un endroit où tout est cassé systématiquement, où il y a du bruit, où il y a des va-et-vient. Donc même si peut-être certains connaissent les parents et peut-être vont avoir un peu de peine pour les parents, mais je suis sûre que c'est un soulagement. Depuis plusieurs mois, le bailleur social multiplie les demandes d'expulsion pour les locataires condamnés pour trafic de drogue. Anthony Boré, l'adjoint au maire de Nice et président de Côte d'Azur Habitat. Nous faisons signer un règlement intérieur, donc chaque locataire a un principe de responsabilité de tous ceux qui l'hébergent. Et je crois qu'il est normal, quand on trafique, eh bien qu'on puisse être expulsé de son logement pour pouvoir faire bénéficier ce logement à une famille qui le mérite. Et donc c'est ce que nous venons d'engager. Je me réjouis d'avoir obtenu gain de cause. La mesure est pourtant perçue comme injuste envers la famille du trafiquant. David Nakache est président de l'association Tous Citoyens. Ce n'est pas au bailleur social d'endosser le rôle de sanction à la place des juges. Si on commence à condamner des personnes pour les actes qu'ont commis leurs proches, leurs enfants, leurs parents, leurs maris, leurs femmes, il n'y a plus d'idée de justice elle-même. On doit être condamné que pour ses propres actes. Teresa Maffeis, elle, connaît bien le quartier. Elle y tient des permanences pour le droit au logement et elle redoute des dérives. C'est-à-dire que c'est la porte ouverte à autre chose. Parce que là, ils ont précisé sur les stupéfiants. Mais ça va être aussi pour n'importe quoi. Je veux dire, ça va être des problèmes de voisinage ou prendre n'importe quel autre prétexte pour déloger des gens des HLM. Ça va avoir des conséquences dramatiques. Où voulez-vous que les familles aillent? Aujourd'hui, 69 procédures d'expulsion sont lancées à Nice et n'ont pas encore abouti. Alors, Ghida Teshtash, après ce reportage, pensez-vous qu'il est juste d'expulser une mère de famille pour des actes commis par son entourage? Moi, je trouve qu'on devrait, avant d'en arriver là, c'est d'abord de s'interroger comment on peut aider cette maman à sortir ses enfants de la délinquance que de la mettre dehors. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, elle est où cette maman aujourd'hui? Elle est à la rue, pour moi, on ne règle absolument pas les problèmes, on les déplace. Bien évidemment, on est à Nice. Je crois que c'est la ville la plus surveillée de France, une ville de droite. Pour moi, en tout cas, on déplace le problème. Ce qui est quand même très préoccupant, c'est qu'il y a déjà 72 dossiers, a priori, suite à ce changement de règlement intérieur, qui sont en cours d'instruction. Donc, ce ne sera pas la première. Alors, par le passé, on avait évoqué le sujet de la suspension des allocations familiales pour les familles dont les enfants auraient commis des délits. Là aussi, on est dans une mesure qui est pénalisante pour des familles qui sont déjà dans la difficulté. Est-ce que c'est pas ajouter de la difficulté à la difficulté? Mais absolument, je partage ce que tu viens de dire. Ouais. C'est vraiment, pour moi, on enfonce davantage la famille que de pouvoir lui venir en aide. Expulser une maman d'un gamin qui est en plus majeur, je crois qu'il a 19 ans, qui est lui-même, qui paye déjà. Qui n'est pas titulaire du bail. Non, non, qui n'est pas titulaire, c'est la maman, apparemment il a son nom, qui lui-même paye puisqu'il est en prison, il paye déjà ce qu'il doit à la société. Et je ne comprends pas comment on peut mettre une maman, je suppose qu'elle doit avoir d'autres enfants, enfin la mettre où, à la rue. On déplace le problème, et puis l'inquiétude, c'est qu'il y a à peu près 70 dossiers qui sont en attente d'instruction, donc ça ne sera pas la seule. C'est devenu un peu un mérite de vivre en logements sociaux. C'est ce qu'on entend dans le reportage un peu. Ils ne méritent pas de vivre, de mettre une famille qui, elle, le mérite. Bon, après, sur le... Le maire adjoint, en tout cas, pardon de te couper, il dit qu'il y a 22 000... demande en attente et qu'aujourd'hui c'est un mérite. Donc tout le monde est mis en concurrence. Surtout, oui, je comprends Anis. Après sur l'expulsion, moi je suis contre. Moi je dis que si c'est les familles, mais il y a un mais. Quand même il y a un mais parce qu'il y a des familles qui profitent des deals des enfants. Et je pense que là, s'il y a une enquête, si on là pour le coup, il y a complicité. Il y a complicité, oui, parce qu'il y a des parents qui sont au courant que les enfants deal, ils sont au courant que l'argent qui est posé sur la table vient des deals et que on paye le loyer avec, on va en vacances avec, etc. Sur ces familles-là, s'il y a une enquête, oui, bien sûr qu'il faut expulser. Mais après, il ne faut pas expulser, il faut expulser. Si on expulse les enfants qui deal, il faut aussi expulser les enfants qui pourrissent la vie des gens dans les quartiers. Parce qu'il y a des quartiers où c'est quasiment impossible de vivre. Les pétards, les feux d'artifice le soir, c'est toujours les mêmes.
petite minorité qui pourrit tout un quartier. Mais vous pensez que ce sentiment d'impunité se généralise en France? Ah oui, non seulement il est généralisé en France, et ça devient de plus en plus compliqué, et pour la police, et pour les institutions aussi, hein, puisque nous on habite Villiers-le-Bel, je sais ce qui se passe à Villiers-le-Bel, et c'est assez compliqué de trouver les bonnes solutions. C'est une solution, mais qu'il ne faut pas généraliser, parce qu'il y a des parents qui sont juste, qui ont aucune arme pour récupérer leur enfant. Alors Nabil Moussaoui, vous êtes pour une généralisation de ces Non, règles? pas du tout. Non, non, chaque cas est isolé de toute façon. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je pense que sur le fond, voilà, si le règlement intérieur a été enfreint, il faut automatiquement qu'il y ait sanction. Par contre, on peut se poser la question de la compétence du bailleur social et de la limite aussi de jusqu'où on va aller en fait. Est-ce que là, cette dame-là, on peut aussi lui bloquer ses comptes bancaires parce que son enfant... Vous pensez qu'il y aura escalade, justement, qu'on ira... Je sais pas, mais je ne sais pas non plus si elle aurait dû être inquiétée, sachant qu'elle n'a pas été mise en cause, en tout cas pas de manière explicite dans l'affaire de son fils. Donc on peut se poser la question d'où est la limite, en effet. Voilà. Mais sur le fond, je suis d'accord, si le règlement a été enfreint, il faut qu'il y ait sanction, mais par des tribunaux qui sont compétents, pas par un bailleur social, parce qu'il a reçu un courrier d'un tribunal l'informant qu'un jeune hébergé, parce qu'il n'est pas titulaire du bail, a été mis en cause dans une affaire. Sinon ça pour moi c'est totalement disproportionné. Et en plus il est majeur, il a 19 ans, il est majeur. Bien sûr, enfin, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on met la maman dehors. Mais alors pour les mineurs on pourrait? Un gamin de 13-14 ans qui deal sans cesse en bas du quartier, quelles seraient les solutions pour justement que les parents prennent conscience que c'est même pas avec leur enfant deal, parce que quand l'enfant n'est pas là toute la journée, il va pas à l'école. Je sais que nous, ce que nous faisons, par exemple à Villiers-le-Bel, lorsqu'on rencontre comme ça des familles en grande difficulté, quand c'est des gamins qui posent beaucoup de soucis, le maire, par exemple, il les reçoit dans son bureau. La famille, en présence du gamin, il essaye, voilà, il entame une petite médiation, une petite discussion. Mais voilà, il y a peut-être d'autres outils à mettre en place et accompagner, parce que je pense qu'il y a la mise en place d'une charte des droits et devoirs des familles. Droits et devoirs, ça peut être à travers la scolarité déjà, à travers l'éducation nationale, rappeler un peu tout ça quand on est au collège. Ce n'est pas que les mères, mais pour moi c'est tout un dispositif qu'il faut pouvoir, enfin, il faut plutôt accompagner les familles que d'en arriver là, très franchement. Il faudrait peut-être ouvrir une discussion sur la légalisation de tout ce qu'ils vendent. Hein. Pas de tout, parce qu'il y a des produits vraiment à la cocaïne. Vous êtes plutôt pour la dépénalisation? Je pense, non, je suis pour la discussion, qu'on commence à en discuter réellement, parce qu'il y a beaucoup de pays qui le font et ça se passe très bien. Je pense qu'il est temps d'en discuter et de voir les bienfaits et de casser tous ces points de deal. On voit à Marseille, il y a des morts tous les jours à cause de ça. Mais justement, cette légalisation qui permettrait d'avoir des points de vente légaux, est-ce que justement ça ne risque pas de déséquilibrer des quartiers qui vivent de ça et qui au final c'est le but. Il faut casser tout ça. Il faut casser tout ça et leur trouver une nouvelle trajectoire. On ne peut pas vivre de... Est-ce que vous ne pensez pas que la solution c'est de l'emploi en fait? Oui, voilà. Ouais, c'est exactement ça. C'est l'emploi, c'est les loisirs, c'est tout ce dont je pense que s'ils se réfugient dans ça ou s'ils vont chercher l'argent facile, c'est pour se le créer eux-mêmes. Et le problème, c'est que c'est pas à eux de créer ça. Très bien. Nabil, je vous laisse réagir. Ouais, rapidement. En conclusion, l'emploi, oui, ça peut être une solution, mais ce n'est pas la seule, parce qu'il y a des jeunes qui deal, je pense, qui n'iront pas travailler, étant donné les sommes qu'ils peuvent gagner. Plus facilement, entre guillemets. Vous croyez que c'est trop tard pour eux, on peut plus rien faire? Non, je pense qu'il y a une réelle hypocrisie autour de ça, parce qu'on vend du tabac, on vend des... je ne vais pas citer la marque, mais bon, on vend des cigarettes qui tuent autant que, voilà, je sais pas, je sais même pas comment ça s'appelle, mais le shit. Voilà, donc qui tue peut-être presque autant. Moi, je pense qu'on devrait légaliser ça dans la mesure où ça n'entache pas la société. Donc voilà, il y a des drogues, je crois qu'il y a des drogues dures qui peuvent créer des soucis sociétaux, et ça, c'est pas ce qu'il faut. Mais voilà, il faut qu'il y ait des réelles études, il faut que ce soit un problème qui soit pris en compte et traité, parce que là, il y a une réelle hypocrisie. De toute façon, les gens qui veulent se fournir y arrivent. Donc oui, pour démanteler et casser ces réseaux, c'est la seule solution, à ce jour en tout cas, qu'on peut envisager, je pense. Voilà. Très bien, merci Nabil. Nous allons passer au troisième sujet. Lafarge en Syrie, appel de la Cour de cassation qui souhaite poursuivre cette société. On a une vidéo en régie.
Mars 2012, la Syrie s'enfonce dans la guerre. De nombreuses usines françaises décident alors de fermer, mais pas Lafarge, qui souhaite maintenir sa production dans l'usine de Djalabiya. Conscient du danger, le cimentier français prend alors les devants. Il établit le contact avec plusieurs groupes armés opérant dans la région, parmi eux l'organisation de l'État islamique. En échange de la libre circulation de son personnel et de son matériel, Lafarge est soupçonné par la justice française d'avoir versé en 2013 et 2014 près de 13 millions d'euros aux djihadistes et leurs intermédiaires. Révélée à l'été 2016 par des journalistes, l'affaire tourne au scandale. En septembre, le ministère français de l'économie dépose une plainte. Une enquête préliminaire est ouverte. 2 mois plus tard, Lafarge est visé par une autre plainte déposée par 2 ONG cette fois. En juin 2017, le parquet de Paris ouvre une information judiciaire. Motif, soupçon de financement du terrorisme en Syrie. 8 cadres et dirigeants sont alors mis en examen. 1 an plus tard, c'est au groupe Lafarge d'être à son tour poursuivi. Complicité de crimes contre l'humanité, financement d'une entreprise terroriste, mise en danger de la vie d'autrui et violation d'un embargo. Le groupe et 3 dirigeants font alors appel. En novembre 2019, la justice annule la complicité de crimes contre l'humanité mais maintient les autres charges. Des pourvois sont alors formés par des ONG et parties civiles contre cette décision. Alors cette annulation sera-t-elle confirmée? La Cour de cassation, plus haute juridiction française, doit donner sa réponse ce mardi. Alors, je dois rappeler donc que la Cour de cassation a invalidé l'annulation des poursuites, mais que le magistrat doit se prononcer sur le sujet. Concernant justement une entreprise française et cette impunité, Jida Tachtash, évidemment, nous n'allons pas commenter une décision de justice. Nous ne sommes pas juges. Il faut attendre de voir si l'entreprise est condamnée ou pas. Et pour le coup, elle est sur son droit de présomption d'innocence. Donc elle est présumée innocente. Mais dans l'hypothèse où ça venait à être vrai, vous trouveriez normal qu'une entreprise française puisse justement violer un embargo, participer à une complicité de crimes contre l'humanité, et je reprends les termes, le financement d'une entreprise terroriste et la mise en danger de la vie d'autrui? Si c'est avéré, si on va jusqu'au bout de l'annulation, je trouve ça très grave, d'une extrême gravité, au vu en plus de ce qu'on traverse en ce moment quand on va en Afghanistan et autres, je trouve ça vraiment d'une extrême gravité. J'espère qu'on n'ira pas jusque-là. Quand on est une entreprise du CAC 40, on peut se permettre ces impunités? Sincèrement, c'est pas possible. C'est pas acceptable. Faisal Bouanen, sur le sujet? Il y a le procès qui s'est ouvert hier, hein, le procès du commando du 13 novembre. Hein, oui. 13 novembre, c'était le commando Daesh de Syrie. S'il s'avérait que Lafarge a versé des commissions aux djihadistes, oui, qui auraient financé. Il s'avère que c'est très 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 grave. Il s'avère aussi que je pense qu'il faut des sanctions. Il faut des sanctions de toutes les personnes qui étaient au courant de ces commissions. Il faut des sanctions et même on va encore monter plus haut, puisque je pense qu'il y a eu quand même des petites enquêtes qui ont été faites, et au plus haut sommet de l'État, ils étaient au courant que Lafarge continuait son activité en Syrie et versait des rétrocommissions aux djihadistes. Alors, si vous permettez, Nabil Moussaoui, moi je vais employer le conditionnel. Si par malheur la société Lafarge était justement coupable de ces actions-là, est-ce que vous voyez d'un bon oeil justement des entreprises françaises? J'imagine que non, mais vous allez me répondre, qui puissent être complices de types d'organisations terroristes? Bien évidemment, comme tout le monde, non, pas du tout. Moi, je rejoins Jida et Faisal sur le fait qu'aucun intérêt financier ne devrait motiver une collaboration ou même un financement de l'État islamique. C'est très grave et il faudrait une condamnation exemplaire si les faits s'avèrent réels et vrai. Donc voilà, moi je trouve ça très, très délicat, et surtout que c'est une entreprise française. Donc ouais, très très délicat et très grave si c'est avéré. Bon, de toute façon, nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. Nous attendons la décision de justice. Ça fera un nouveau débat. Mais si vous le voulez bien, nous passons au sujet suivant, qui est le harcèlement scolaire. Alors, l'ancien proviseur visé par une enquête
doit-il être tenu responsable? Évidemment, nous pensons à Evaël, 11 ans, qui s'est suicidé, qui s'est pendu avec son écharpe dans sa chambre, qui a fait l'objet justement d'harcèlement scolaire. Évidemment, là non plus, nous n'allons pas commenter les décisions de justice. On n'a pas justement à anticiper ces décisions-là, mais Djida, justement par rapport à ça, par rapport à ce harcèlement sur les établissements, vous qui aviez été conseillère départementale, je rappelle la compétence du département qui gère les collèges, je crois que c'est un sujet encore d'actualité et qui aujourd'hui met en péril pas mal de nos jeunes. Il y avait eu cet élève à Argenteuil qui avait trouvé la mort cette année. Vous voyez, alors si vous permettez, juste avant, on a une vidéo et je vous donne la parole juste après. Merci. Le harcèlement vu de l'intérieur. Des élèves de toute la région ont filmé et mis en scène des dizaines de vidéos grâce à ce concours organisé chaque année depuis 5 ans par le rectorat. J'ai vu tout le monde se défouler sur lui, se foutre de sa gueule, l'insulter, le frapper, le tabasser. Et moi, j'ai rien fait. Je préférais qu'on s'en prenne à lui plutôt qu'à moi, parce que dans cette classe, c'était limite la loi du plus fort. Une loi du plus fort qui commence dès la primaire. Alors Mouna, c'est pas bien de jouer avec ses couverts. Et qui a ses codes. Le mécanisme bien rodé de la descente aux enfers, il nous montre qu'ils le connaissent par cœur, ce qui est peut-être moins sûr du côté des adultes. Ces concours nous permettent de comprendre et puis d'ouvrir un petit peu, d'entrer dans ce monde-là qui nous est fermé finalement, qui nous est un peu étranger, et de mieux comprendre ce qui se passe dans leurs relations. En fait, le harcèlement, c'est vraiment une maladie de la relation. Et ce téléphone, qui semble greffé à leurs mains, est à l'origine de bien des dérives pointées, dont le cyberharcèlement. Faudra-t-il l'interdire au collège? Leur travail nous invite là aussi, nous adultes, à y réfléchir. Toutes les vidéos produites seront bientôt disponibles sur le site internet de l'Académie de Caen, à regarder en famille, sans modération. Alors tu as vu? Toi aussi tu peux agir contre le harcèlement. À nous de jouer. Djida Tachtache, vous pensez que là on doit changer de camp? Moi, d'abord, à l'époque, effectivement, où il y avait eu cette affaire, j'étais encore conseillère départementale, j'avais vraiment une pensée pour la famille. Et puis, c'est pas des cas isolés. Je me rappelle du premier cas, c'était il y a quelques années à Marseille, me semble-t-il, c'était un papa médecin dont le fils avait été harcelé, qui s'était suicidé. Malheureusement, c'est très fréquent. Aujourd'hui, comment agir? Pour moi, au collège, c'est déjà trop tard. Il faut absolument agir en élémentaire. Quand on arrive déjà en élémentaire, ils ont des portables, nos enfants. Ça vient très souvent via les réseaux sociaux. Et puis après, ça vient dans les classes. Pour moi, il faut vraiment agir avant. Au collège, c'est trop tard. Mais sur le portable, justement, est-ce que vous pensez que ça s'est amplifié du fait du téléphone, ou est-ce qu'on le voit beaucoup plus parce qu'il y a des téléphones et qu'en fait, ça a toujours existé? Moi, je pense que réellement, ça a toujours existé. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça se voit plus à travers un smartphone, etc. Parce que je pense que l'ensemble des gamins en disposent maintenant. Ça, c'est généralisé. Je pense que véritablement, le harcèlement a toujours existé. Comment ça se manifeste? Comment on ose le dénoncer, le dire à ses parents un soir quand tu as un élève qui est brillant et qui a la boule au ventre et qui vomit, qui ne veut plus aller à l'école? Ça, c'est autre chose. Et comment détecter les signes avant-coureurs d'un enfant qui est justement dans ce mal-être? Les signes avant-coureurs, il faut que les parents soient très attentifs. Le changement du comportement d'un gamin qui vomit, qui ne veut plus aller à l'école alors qu'il est brillant, sa manière de se comporter, tout changement devrait pouvoir alerter les parents et alerter surtout la communauté éducative, parce qu'il n'y a pas que les collectivités. Le collège, ok, c'est une compétence du conseil départemental, mais au-delà, les familles, les enseignants, le corps enseignant. Et puis je te dis, moi je pense que véritablement, il faut agir avant le collège. Au collège, c'est déjà trop tard. Une petite anecdote, à Villiers-le-Bel, on a mis en place le permis Internet. Donc à partir, je crois que c'est aussi CM1, on a une policière municipale qui passe et qui explique ce que c'est que la dangerosité d'Internet. On décrypte déjà, on détecte quelques... Ça, c'est généralisé sur la ville, c'est
c'est quelque chose qui est plutôt bénéfique. Très souvent, on parle du harcèlement, mais on parle aussi des violences intrafamiliales, conjugales. Et elles nous viennent souvent de la bouche des enfants. Mais il faut le mettre en amont. Je pense que quelque chose comme ça, il faut le généraliser sur tout le territoire. Ça a plutôt enfin, on a plutôt des bons retours. Malheureusement, des bons retours pas toujours très positifs. Voilà, il faut peut-être envisager des choses comme ça, mais faire de la pédagogie, mais en amont. Collège, pour moi, c'est trop tard. Nabil Moussaoui, justement, par rapport à l'éducation nationale, est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas utilisé tous les leviers, justement, pour combattre ce harcèlement scolaire? Bien sûr. Bien évidemment, on a des campagnes de prévention qui sont beaucoup trop light. Voilà, ça choque personne. Il faut choquer. Il faut heurter. Il faut heurter, exactement. Il faut que la ménagère qui est devant son poste de télévision, en train de préparer à manger, quand elle voit la campagne de prévention, se dire « Ah oui, d'accord, là, il faut que j'aille parler à mon enfant pour savoir, en fait, comment ça se passe à l'école. Est-ce qu'il n'est pas harcelé? Est-ce qu'il n'est pas harceleur? » Et on a des campagnes de prévention qui sont trop light pour moi. Bon, ça, c'est la première chose. L'État doit aussi mettre la main au porte-monnaie parce qu'on a des équipes pédagogiques qui sont souvent dépassées par le niveau déjà scolaire qui se dégrade, malheureusement. Vous demandez plus de présence humaine, par exemple, dans les cours de récréation? Je pense qu'il faudrait même créer des postes dédiés à ça. Voilà, parce qu'on a des assistants pédagogiques qui sont surveillants, mais qui à 10h doivent ouvrir la grille, pardon, qui à 10h05 doivent la fermer, mais taper un élève, ça prend pas 5 minutes, hein. Ça en prend 2, et voilà. Donc malheureusement, il doit y avoir des postes, je pense, qui doivent être dédiés que à ça, voilà, de la vigilance dans les collèges, et puis après, voilà, c'est un phénomène qui n'est pas isolé, et c'est connu, et malheureusement, voilà, il y a des campagnes de prévention, il y a plein de choses à faire, et il faut les mettre en place au plus vite, parce que j'ai oublié, mais je présente mes condoléances à la famille de la jeune fille, et il ne faut plus que ça se reproduise, bien sûr. Faisal Bouanan, pensez qu'on a tout essayé? Vendredi, j'ai produit une émission ici où il y avait le sujet du harcèlement scolaire et où on recevait un collectif, c'était le collectif Soutien Enzo, c'est le petit Enzo à Marseille qui est harcelé depuis 2017. Depuis 2017, il est harcelé dans les classes où il passe, donc 2017, 2018, 2019, 2020, on est en 2021 et il a fait sa rentrée jeudi dernier et à boule au ventre et il ne veut pas y aller. Il ne veut pas aller à l'école. Ça veut dire, est-ce qu'en 5 ans, on n'a rien pu faire pour ce petit? 5 ans 5 ans. 5 ans où il va à l'école avec la boule au ventre, où il est sans cesse harcelé. Eh ben non, l'éducation nationale n'a non seulement rien fait, mais en plus l'a laissé seul contre tous. Vous pensez qu'il y a une lenteur administrative de la part de l'éducation nationale? Je pense que c'est compliqué de prouver. Qu'est-ce que le harcèlement? Est-ce que insulter un collègue parce qu'il est gros, est-ce que c'est du harcèlement? Est-ce que le harcèlement ne commence pas là? Ou on dit non, c'est parce qu'à l'école, c'est une petite agression entre jeunes. Est-ce que, voilà, où commence le harcèlement? C'est vraiment déjà se poser cette question. Moi, je pense que le harcèlement, il commence dès qu'on insulte quelqu'un de gros parce qu'il est gros, ou insulter les parents parce qu'ils sont plus pauvres. Hein. Il y a toujours eu ce mode d'harcèlement. Mais pour rejoindre ce que dit Faisal, pardon, je pense que là, il y a véritablement aussi peut-être de la formation en direction des enseignants. Parce que comment détecter? On a aujourd'hui un corps enseignant, c'est comme tu prends les policiers face aux femmes victimes de violences, etc. Il y a un véritable problème. Mais est-ce que ce n'est pas aux parents d'éduquer, justement, Faisal évoquait le fait de se moquer d'un élève parce qu'il est gros ou parce qu'il ne porte pas la bonne couleur. Parce qu'il est roux. Exactement, aussi. Mais est-ce que justement les parents n'ont pas une responsabilité et qu'ils n'ont pas, puisque l'enseignant enseigne et les parents éduquent? Oui, je suis d'accord, mais lorsque le gamin, il va à l'école le matin, il passe 8 heures en classe, il passe, je dirais, aujourd'hui, beaucoup plus de temps en classe avec ses camarades et avec sa prof, qu'avec ses parents le soir. Tu crois sérieusement, le soir, on a le temps de débriefer avec nos enfants, que le gamin a le temps de pouvoir te dire, tiens, aujourd'hui, j'ai été harcelé, machin. Je pense que là, réellement, il y a probablement de la formation. Comment détecter ce que tu disais à juste titre? Comment on détecte? Comment on accompagne les enseignants? Peut-être à travers des vidéos, de la formation. On peut anonymiser les témoignages, peut-être? Oui, et puis d'arrêter de circuler, il n'y a rien à voir, quoi. À un moment donné, il faut aussi... on se voile la face. Il y a le harcèlement. On fait l'autruche. La prostitution dans nos collèges aujourd'hui.
J'en parle assez souvent dans nos collèges. Tu parles à un principal de collège, il te dit circule, il n'y a rien à voir. Mais c'est faux, il y a de la prostitution. Les filles aujourd'hui se prostituent pour 20 €. Mais on te dit encore une fois, il n'y a rien. Je la rejoins sur le fait que les professeurs, on a tous été collégiens, on a tous été lycéens. Je pense que le harcèlement, quand on rentre dans la classe et qu'on met une gifle derrière la tête, parce que ça arrivait souvent, on met une gifle derrière la tête à un élève, on s'assoit en rigolant, le prof voit ça, pour lui, c'est deux élèves qui... Alors que non, ça commence vraiment là. Mais justement, alors, moi, je vais vous poser la question, Nabil, et je vous laisserai rebondir. Par rapport à ces proviseurs, est-ce que justement le pas de vague justement ne nuit pas à cette parole qui se libère, justement, parce qu'ils veulent être bien notés finalement et qu'on dise que du bien de leur établissement. Donc au prix de justement de vies parfois brisées. Bon, après ça c'est comme partout, il y a des gens qui font correctement le travail et d'autres non. Il y en aura toujours, on ne peut rien faire contre ça. Par contre, on parlait de faire l'autruche. Il faut rappeler quand même que dans cette histoire, il y a une enseignante qui a été mise en cause, qui a été condamnée pour des faits de harcèlement envers cet élève-là et qui de plus a été ensuite internée dans un établissement psychiatrique. Donc on peut se poser aussi la question, donc il y a des professeurs qui participent malheureusement, il y a des professeurs qui cautionnent et puis il y a des professeurs qui sont totalement... Et qui ne disent mot consent. Oui, bien sûr. À partir du moment où on cautionne, on consent à ce qui se passe. Donc forcément, c'est très grave. Et puis dans cette histoire reflète malheureusement le fait qu'il y a aussi des enseignants qui se disent, voilà, moi je suis là de 10h à 18h, je suis là pour enseigner une matière, je suis là pour gérer un emploi du temps, pour gérer des sorties scolaires, mais souvent, et ce qui est dommage aussi, c'est qu'il y a des enseignants qui ont essayé par le passé, et les familles souvent mises en cause pour des faits de harcèlement peuvent s'avérer très violents. C'est pour ça aussi que je pense que ce n'est pas forcément leur rôle à eux. Aujourd'hui, il leur est attribué, donc ils doivent le faire, mais il devrait y avoir des postes consacrés que à ça. Voilà, et des personnes qui ont les épaules pour dénoncer ce genre de Donc un peu plus de moyens dans l'éducation nationale. Bien sûr, c'est nécessaire. Pour endiguer ce fléau. Mais oui, le proviseur et l'établissement est responsable. On leur confie les enfants le matin, on les récupère le soir. Si on les récupère le soir avec une boule au ventre, l'établissement et le proviseur sont responsables de ce qui se passe derrière. Et là, le proviseur va être poursuivi. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il a des choses à dire. Ça sera exemplaire justement, tous les autres proviseurs auront à s'inquiéter sur leur silence. Je ne sais pas si ça sera exemplaire, mais il faut vraiment sonner la sonnette d'alarme parce que c'est dramatique et qu'un gamin se suicide parce qu'il n'en peut plus d'aller à l'école. Pour des parents, ça doit être terrible, mais terrible. Et puis c'est pas un cas isolé, c'est régulièrement. Là, on parle d'Herblay, mais ça fait partie aujourd'hui du... On a eu le cas Argenteuil avec Alisha, justement, aussi, qui avait, voilà, pour des histoires pour le coup, qui avait été tué. Voilà. Puis le harcèlement, c'est pas que... ça peut pas aller... C'est pas juste aller jusqu'à le suicide, malheureusement, ou même les insultes, les moqueries, les brimades, le vol de vêtements... Il y a des élèves qui le vivent très 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 mal tout ça et il y en a d'autres moi personnellement si on m'insulte, quand on m'a insulté c'était pas grave, mais il y en a qui le vivent d'une autre façon. Vous pensez que ça doit devenir une cause nationale? Ah oui, tout comme les violences conjugales. Ça l'est déjà, bien sûr. Moi, je crois pas. Je crois pas moi que ce soit une cause nationale. C'est dommage. Je crois pas que ce soit une cause nationale. Oui, dans l'actualité politique, oui, c'est une cause nationale, mais c'est pas suivi des faits. Moi, je le vois pas en tout cas sur le terrain. Sauf les collectivités qui... Pour revenir juste à quel moment le harcèlement commence, je pense que comme la liberté, en fait, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Et le harcèlement, c'est pareil. Le harcèlement, il commence là où la liberté des autres est atteinte et qu'on sort du cadre scolaire, tout simplement. Il y a un réel déni aussi des parents. Voilà, c'est difficile d'imaginer son enfant harceleur. C'est plus facile de l'imaginer harcelé, malheureusement. Mais il faut, voilà, ça reste aussi des enfants. Des fois, ça va très loin comme dans cette histoire. Des fois, on peut arrêter avant qu'on en arrive là. Et c'est ce qui aurait dû être fait. Donc, je pense que voilà, il faut aussi que les parents, il y ait un vrai réveil des consciences et qu'on discute avec ces enfants. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal.
Très bien, on continuera le sujet après l'émission si vous voulez bien. Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Djida Tachtache. Merci à vous d'être venu participer à cette émission. Nabil Moussaoui, merci à vous. Au plaisir de vous revoir sur ce plateau. Faisal Bouanan, merci à vous. Merci. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine.